bienvenue pour cette conférence qui visiblement est déjà un succès avant même de commencer. Donc merci de votre présence à nos invités et merci de votre présence dans le public. Je m'appelle Anne Bartel-Radic, je suis professeure ici à Sciences Po Grenoble et aussi co-responsable du parcours management et gestion des entreprises, qui est un parcours de second cycle dans lequel on avait Olan comme étudiant depuis 2 ans et qui a fait son alternance à la préfecture de Savoie, puisque le parcours est en alternance en 2e année et qui nous a organisé cette conférence qui donc vous a attiré nombreux et je l'en remercie vivement. Donc, à mes côtés, le préfet de Savoie, François Ravier, qui était donc voilà, je partage avec vous, donc le maître d'apprentissage d'Olan. Donc, ils ont travaillé ensemble sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui tout au long de l'année passée. Et également avec nous, Perrine Pelen, donc multiple médaillée olympique de ski, et pas que olympique, mais qui est peut-être plutôt avec nous pour ses autres expériences et activités, donc d'ancienne directrice marketing de Savoie Mont Blanc Tourisme, et aussi, alors est-ce que c'est directrice des championnat du monde de ski, donc il y a l'année dernière. Voilà, tout à fait. Donc c'est plutôt à ce titre-là qu'elle est avec nous aujourd'hui. Et moi, je passe tout de suite la parole à nos 3 invités qui vont tous intervenir et après, évidemment, on garde un temps pour aussi des débats, échanges, questions-réponses. Donc bonjour à tous et déjà merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. En tant qu'élève à Sciences Po, ça me fait vraiment très plaisir de revenir ici pour une conférence et aussi pour mon dernier jour ici, donc c'est quelque chose d'assez sympa. Je remercie déjà beaucoup Sciences Po pour leur implication et l'organisation de cette conférence et bien sûr François Ravier, le préfet de la Savoie, pour m'avoir soutenu toute cette année, ainsi que Perrine Pelen qui est toujours là depuis maintenant 1 an et demi après mon stage au sein du comité d'organisation. Donc avant d'entrer un peu dans le sujet, l'idée c'est de faire un peu un bref historique sur les stations de ski. Donc au cours du 19e siècle, les habitants des montagnes étaient beaucoup plus pauvres que les habitants des plaines. Et finalement, progressivement, les industries en vallée se sont très largement développées, notamment avec l'apparition de l'hydroélectricité. C'est le cas par exemple d'une commune assez connue pour ça, Livet-Gavet en Isère. Et donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quelque part les pouvoirs publics ont voulu enrayer l'exode massif de la montagne. Et ils prennent alors inspiration sur les stations dites de première génération, donc les stations du début du XXe siècle. Et finalement, cette impulsion, elle trouve très largement son origine dans les Jeux Olympiques de Chamonix en 1924, qui sont les premiers Jeux Olympiques d'hiver de l'histoire. Et ces Jeux Olympiques, c'était avant tout l'occasion de créer de nombreuses infrastructures, comme une piste de bobsleigh, notamment un tremplin olympique, et surtout le second tronçon de l'Aiguille du Midi. Et finalement, dès 1946, le département de la Savoie se saisit et s'empare du sujet en créant la station de Courchevel, la fameuse station des Trois-Vallées. Cette intervention publique, elle préfigure très largement le futur plan neige auquel les élus savoyards ont largement participé à l'époque. Et à partir des années 1960, l'État, dans son rôle planificateur et aménageur, modifie profondément le monde de la montagne, avec d'abord le premier plan neige en 1963, qui était voulu par le Premier ministre Pompidou. Et la volonté de l'époque, c'était de créer sur des espaces vierges, des espaces inhabités ou désertés, des villages, et de développer forcément une activité génératrice de ressources. Et ensuite, le plan neige en 1963 permet la création de 20 stations de ski de toutes pièces, la réhabilitation de 23 autres stations, et aussi la création de 150 000 lits. Donc c'était pas l'objectif initial, mais quelque part c'est déjà assez énorme ce qui avait été fait à l'époque. Et les 4 plans neige successifs connaissent un coup d'arrêt le 23 août 1977 à Val-Louise, avec le fameux discours du président Giscard d'Estaing,
qui développe une vision d'une montagne vivante, active et protégée. Donc à travers cela, la loi montagne du 9 janvier 1985 illustre parfaitement ces propos et fixe plusieurs objectifs afin notamment de faciliter l'exercice de compétences nouvelles aux collectivités décentralisées. Une loi montagne 2 est ensuite, comme vous le savez, venue compléter tout cela en 2016. Et l'État a donc joué un rôle déterminant, un rôle clé dans l'aménagement de la montagne et assume également une très grande responsabilité de ce qui est à la fois une très grande réussite économique en termes, bien sûr, de rentabilité et aussi d'emploi et d'indicateurs annexes. Aujourd'hui, l'économie du ski a apporté aux habitants et aux territoires de la montagne des ressources qui étaient inconcevables il y a 60 ans. Donc il faut bien rappeler que c'est le ski qui a ramené de la richesse dans les territoires. Donc finalement, tout ce contexte, comme vous le savez, a créé près de 350 stations de ski en France. Et aujourd'hui, ça génère quand même 50 millions de journées skieurs chaque année. Donc en 2023, c'était 54 millions et 1,7 milliard de recettes. Donc actuellement, sur les 350 stations de ski, il y en a 100 qui réalisent 95% du chiffre d'affaires total. Donc c'est pour vous montrer quand même le poids qu'ont certaines stations aujourd'hui. Et le ski a pris vraiment une autre dimension, avec notamment 120 000 emplois directs et indirects, qui sont concernés par le ski chaque année. Donc quelque part, l'histoire de l'aménagement et du développement des territoires de montagne laisse apparaître une très certaine stabilité économique lors des dernières décennies. Mais aujourd'hui, et comme vous le savez, ce modèle il est remis en cause par le changement climatique. Et finalement, les conséquences apparaissent majeures pour l'ensemble des massifs, mais à des temporalités bien sûr très différentes selon les types de stations de ski. Donc le contexte, je vous demande pas de lire, ce diaporama est lisible, mais pour faire très simple, aujourd'hui quand on parle de stations de ski, les médias, très souvent, on va dire que les médias parlent essentiellement du réchauffement climatique, de l'impact de ce réchauffement et de la transition des stations de ski à l'avenir. Donc c'est plus du tout le même contexte qu'auparavant. Et donc le rapport du GIEC décrit les montagnes comme des régions importantes à l'intersection d'un réchauffement accéléré et d'une population qui en dépend très directement et indirectement. Donc quelque part, le chercheur Samuel Morin décrit la perte d'un mois d'enneigement depuis les années 1970 et des glaciers qui ont perdu près de 25 mètres d'épaisseur. Et finalement, les estimations actuelles du GIEC décrivent l'épaisseur moyenne de la neige qui diminuerait de 10 à 40% entre 2031 et 2050, quel que soit le scénario climatique, plus 2 ou plus 4 degrés. Donc 53% des stations de ski feraient face à un risque très élevé de manque de neige, avec un réchauffement climatique de plus 2 degrés. Bien sûr, c'est à relativiser selon les types de stations et selon l'économie qui est générée dans les stations. C'est pas du tout les mêmes échelles. Et ça s'explique en partie par l'effet albédo. Donc pour vous simplifier l'effet albédo, quand la lumière pénètre le sol, si la surface est blanche, le rayon est réfléchi. Si la surface est noire, le rayon pénètre le sol et réchauffe le sol. Donc cela signifie donc que si il y a moins de neige, forcément le sol se réchauffe beaucoup plus vite. Et les scientifiques estiment à peu près à 1,8 fois plus de réchauffement en montagne qu'ailleurs. Et donc, je suis parti du principe que les stations ne seront pas du tout touchées au même moment, et c'est une grave erreur de mettre toutes les stations dans le même panier, car ce n'est absolument pas le cas. Donc la nécessité, c'est de segmenter les stations de ski et de bien comprendre que les stations n'ont pas les mêmes caractéristiques physiques, ni les mêmes altitudes. Donc par exemple, comme vous le voyez dans ce tableau, en Savoie, on est sur des stations qui ouvrent en moyenne 122 jours par an, alors que dans le Jura, on est sur des ouvertures de 62 jours. Donc c'est pas du tout la même échelle. Et donc ça, il convient lors des modes qui sont les modes économiques qui sont choisis, notamment dans leur transition, de bien prendre en compte la segmentation et l'effet du changement climatique selon les types de stations de ski. Donc l'équilibre du modèle économique, c'est l'essence même du ski. Pour qu'il y ait une activité, il faut forcément qu'il y ait une rentabilité.
Donc, les stations de ski sont très hautement capitalistiques. Pourquoi ? Car le taux d'investissement est de 22%. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est que 22% du chiffre d'affaires des stations de ski à l'échelle française sont réinvestis chaque année. Donc, à titre de comparaison, on est à 20% dans le secteur de l'industrie et 12 à 13% dans le secteur de la construction. Donc, ça signifie que derrière ça, il faut bien évidemment sécuriser le modèle. Et il existe aujourd'hui deux types d'investissements qui ne sont pas du tout les mêmes et qui n'ont pas les mêmes objectifs. Le premier, ce sont des investissements dans un domaine skiable, c'est-à-dire des remontées mécaniques, de la neige de culture, de l'aménagement des pistes, qui sont clés pour attirer du monde ailleurs. Et justement, le ailleurs, c'est un deuxième type d'investissement à travers des restaurants, des logements, et les deux sont très directement liés. Et finalement, on peut dire qu'il y a une très forte interdépendance entre le modèle des domaines skiables et les activités qui génèrent également de la rentabilité ailleurs. Pour l'année 2023, les domaines skiables, donc l'exploitation des remontées mécaniques, ont quand même investi près de 550 millions afin de maintenir un niveau d'offre convenable. Donc non, les investissements ne sont pas terminés dans les domaines skiables, mais au contraire reprennent petit à petit depuis le Covid une situation très positive. Et à côté de cela, un phénomène qui est très intéressant, c'est que les gens skient beaucoup moins qu'auparavant. Donc on estime qu'ils skient en moyenne 3,8 heures par jour, alors qu'auparavant, il y a 30 ans, c'était 6 heures. Pourquoi ? Tout simplement parce que les remontées mécaniques sont plus performantes, les débits sont meilleurs, et donc les gens ont le temps de faire d'autres activités, notamment l'après-midi. Et donc ce modèle économique, pour qu'il soit équilibré, la clé de cela, c'est la rentabilité du modèle. Et les opérateurs qui sont assez largement des privés, notamment en Savoie, se reposent sur la rentabilité du modèle pour poursuivre leur activité sur le court, moyen et le long terme. Donc globalement, le chiffre d'affaires des remontées mécaniques, à 95%, ce sont les forfaits de ski. Donc c'est pas une activité diversifiée comme certaines industries, mais une activité qui bien sûr se base sur le ticket d'entrée qui est le forfait de ski. Et la fréquentation a connu une très forte augmentation depuis les années 1990 jusqu'aux années 2000, et depuis est relativement stagnante, à peu près à 50 millions de journées skieurs chaque année, mais n'est pas en déclin, je tiens également à le préciser. À titre de comparaison, la Savoie occupe 40% des journées skieurs chaque année. Donc le forfait de ski, quelque part, et comme le montre ce graphique qu'il faut également que j'explique, c'est un bien qui a une élasticité prix positive. Donc qu'est-ce que ça signifie ? C'est que c'est pas une barrière d'entrée d'avoir un forfait cher dans les grandes stations de ski. Plus la station est grande, plus le forfait de ski est cher et plus il y a de clientèle. Donc quelque part, la clientèle est attirée par le ski, même si ce n'est pas le cas dans les petites stations qui n'ont pas les mêmes marges de manœuvre. L'équilibre aussi du modèle repose sur une très forte fréquentation sur des périodes très courtes. C'est l'essence même du ski. On ne skie pas plus de quelques semaines par an pour certains, d'autres bien sûr à la saison. Mais surtout, la très forte concentration s'effectue durant le mois de février, avec près de 35% des journées skieurs qui sont effectuées en un mois. Donc un modèle économique d'une année réalise 35% de son chiffre d'affaires sur 30 jours, ce qui est assez unique comme activité. Et quelque part, ce qui est aussi intéressant, c'est de comparer à l'international. Non, le forfait de ski français n'est pas le plus cher comme certains le prétendent, mais le forfait de ski est largement moins cher que celui des États-Unis, par exemple, ou d'autres pays. Cela ne signifie pas qu'il faut augmenter forcément les prix des forfaits, mais cela signifie qu'en termes de position concurrentielle, la France est assez favorable. Et quelque part, cet équilibre, il repose avant tout, et c'est propre à chacun des modèles économiques, sur la sécurisation du modèle économique. Et aujourd'hui, pour sécuriser ce modèle, l'obligation, c'est la neige de culture. Il n'y a pas d'autre choix pour les domaines skiables. Et donc, la neige de culture est un complément à la neige naturelle. C'est pas un substitut, et ce n'est pas ce qui remplace la neige naturelle, car ça sert souvent de sous-couche pour protéger la station et pour aussi anticiper le modèle économique. Et surtout, les estimations disent que la neige de culture ne représente jamais plus de 10% de la neige présente sur le domaine skiable. Donc c'est une partie bien minoritaire. Donc l'historique de la neige de culture, il est assez intéressant. C'est qu'à la suite d'hivers sans neige, les exploitants devaient sécuriser ce modèle hautement capitalistique et des très gros investissements, et ont donc importé la neige de culture afin de sécuriser le modèle. Et finalement, l'utilité première, c'est sécuriser les réservations, donner de la visibilité aux skieurs
et aux exploitants en termes d'investissement, assurer la stabilité du chiffre d'affaires dans le temps, et bien sûr, pour les exploitants, c'est assurer le retour sur investissement, car sans rentabilité et sans sécurisation du modèle, les investissements ne seraient pas possibles. Mais ces stations de ski, et malheureusement c'est un peu obligatoire avec le contexte climatique, doivent aussi s'adapter aux enjeux environnementaux. Donc pour s'adapter aux enjeux environnementaux, il y a notamment l'utilisation plus sobre et plus responsable de l'eau. Cela ne signifie plus de ne pas utiliser la neige de culture, bien au contraire, mais d'être plus prudent sur l'utilisation de la neige de culture, et notamment sur aussi l'optimisation des réseaux de neige de culture. Donc le plan eau du gouvernement présenté par le président de la République le 23 mars 2023 décrit l'eau comme une ressource dont il est très nécessaire de se préoccuper. Et je pense que cet écho résonne particulièrement au sein des domaines skiables. Donc quelque part, les domaines skiables ont aussi mis en place depuis de nombreuses années des politiques d'innovation et de sobriété en matière de neige de culture. Et surtout, avant tout, c'est un coût économique. C'est-à-dire que la neige de culture n'est pas gratuite, c'est de l'air, donc de l'électricité plus de l'eau, et ça représente entre 2 et 4 euros le mètre cube. Ce qui signifie que les exploitants sont forcément contraints de limiter l'utilisation et de bien la répartir durant l'année. Et quelque part, les autres enjeux qui n'incombent pas au domaine skiable mais qui sont beaucoup plus larges sont les enjeux de décarbonation. Donc on estime que 57% du bilan carbone d'un skieur provient des transports. C'est-à-dire que ce sont majoritairement des voitures qui viennent skier et les domaines skiables ne représentent que 2%, tandis que les logements, eux, sont à l'intersection avec 27%. Donc la décarbonation des transports, bien sûr, elle est actuellement avec le train, mais en Savoie, la décarbonation des transports par le train ne représente pas plus de 10% des transports. Donc c'est bien sûr déjà une très bonne chose, mais ce n'est à mon goût encore insuffisant. Et il y a aussi également le sujet des logements, car on estime que 50%, entre 40 et 50% des logements en station de ski sont considérés comme passoires thermiques. Cela signifie aussi qu'il va falloir développer de nouveaux leviers, notamment en vue de la loi ZAN, qui interdira toute construction d'ici quelques années. Et donc, il va falloir rappeler les problématiques du tourisme et des logements, qu'on ne pourra plus construire sur des zones vierges, mais privilégier aussi la réhabilitation des logements existants. Et quelque part, les domaines skiables ne représentent que 2% de la carbonation, essentiellement due au damage. Mais là encore, des efforts sont faits depuis quelques années, avec notamment l'apparition de l'hydrogène et de l'électricité en station. Et bien sûr, il y a aussi un sujet très important, la renaturation des domaines skiables. Aujourd'hui, l'artificialisation représente que 2,3% de la montagne. C'est-à-dire que 86% de la surface des communes supports des stations de ski sont situées en forêt ou en milieu naturel. Et c'est un constat qui est largement comparable aux autres communes. En montagne, les autres communes qui n'ont pas de station de ski, ça représente que 67%. Et le taux d'artificialisation, contrairement à ce qu'on pense, ne croît pas vraiment depuis 40 années, mais au contraire stagne entre 1 et 3%. Je vais prendre un exemple très simple. Val d'Isère, Bonneval ou Ossois, le taux d'artificialisation est inférieur à 1%, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'1% de la commune qui est artificialisé. Le reste, c'est soit des espaces naturels ou des forêts. Donc quelque part, la restauration de la biodiversité est aussi quelque chose de pris en compte au sein des domaines skiables, à travers par exemple le démontage des remontées mécaniques, qui est quelque chose d'obligatoire depuis 2016, et aussi bien sûr sur les études qui permettent d'améliorer la connaissance des sols en montagne et aussi promouvoir les très bonnes pratiques. Donc c'est ce qui a été fait notamment par la section Savoie de DSF, une étude qui a été lancée pour connaître l'impact de l'artificialisation et de la neige de culture sur les sols et donc d'identifier les facteurs de succès pour les développer plus largement. Et à travers cela, il y a aussi des initiatives à encourager, donc par exemple les observatoires de l'environnement, avec quelques observatoires qui permettent de comprendre mieux le milieu naturel, la biodiversité et l'impact des constructions sur la commune, et d'autres initiatives plus associatives, comme par exemple le label Flocon Vert qui s'est largement développé depuis quelques années. Et donc pour revenir très rapidement, on a ce tableau qui précise qu'en 1980, entre les années 90 et 2000, on avait 1087 appareils en France,
Ici, en 2024 actuellement, on est à 815. Donc on a une diminution des appareils qui sont souvent remplacés par des appareils plus performants, c'est-à-dire qu'en général, 3 à 4 téléskis sont remplacés par un télésiège. Et donc, quelque part, ça pose un sujet majeur, un sujet d'ouverture, c'est que ces stations de ski, elles vont devoir s'adapter avec à la fois une étape de transition ou également un modèle d'avenir à travers la diversification. Mais cette diversification, aujourd'hui, elle a plusieurs formes. Elle peut être au sein même de l'hiver en proposant plusieurs activités. Par exemple, ça peut être de la plongée sous un lac glacier ou encore un cinéma ou des choses comme ça. Mais ces activités, bien sûr, appartiennent à des privés et non au domaine skiable. Et elle peut également prendre la forme sous une diversification estivale, c'est-à-dire des activités qui sont proposées l'été, qui peuvent être soit dépendantes des remontées mécaniques, et dans ce cas, en général, très largement déficitaires, soit ailleurs, comme par exemple la gestion d'un trampoline. Donc, quelque part, les stations vont devoir poursuivre leurs activités, maintenir les activités hivernales qui aujourd'hui sont très largement rentables, et aussi penser au modèle de demain, qui ne sera pas les mêmes dans chaque segment de station, les plus petites stations étant touchées bien plus rapidement, et les grandes stations ayant encore 50 voire 100 ans d'exploitation, et donc de nombreuses possibilités d'investissement dans les années à venir. Et il va falloir également penser au modèle de rentabilité. Par exemple, le modèle de la diversification actuelle, qui est également largement discuté dans les dernières années, n'apparaît pas comme structurellement rentable, ou en tout cas l'est en partie, avec certaines activités localisées dans certaines communes, mais globalement, le chiffre d'affaires, par exemple, de la diversification dans les domaines skiables n'excède jamais 1 à 3%, donc ça reste encore très minoritaire. Mais ça, bien sûr, ça peut évoluer encore avec le temps. Et quelque part, ce qu'on observe aussi, c'est de très grands événements sportifs, à travers les Jeux de Chamonix, les Jeux de Grenoble en 68, les Jeux d'Albertville en 92, l'année dernière, les championnats du monde de ski 2023 dirigés par Perrine. Et quelque part, ces grands événements ont largement contribué au développement des stations de ski. Ils vont devoir également s'adapter, proposer de nouvelles choses. Et donc, je vais laisser Perrine en discuter, qui connaîtra bien mieux le sujet que moi. Merci. Hop là. C'est bon. Merci Olane de me donner l'opportunité de prendre la parole ici à Grenoble. Je suis ravie d'être ici. Grenoble, c'est ma ville de cœur. C'est ici que j'ai appris à skier. Donc, toute ma carrière de skieuse, je l'ai menée au GUC. Je retrouve des têtes connues du GUC. Et ensuite, j'ai rejoint en fait le comité d'organisation des Jeux d'Albertville, présidé par un certain Michel Barnier avec Jean-Claude Killy. Et Michel Barnier a véritablement fait de ces Jeux olympiques d'Albertville une opportunité pour désenclaver la Tarentaise. Et le constat, c'est que véritablement, ces Jeux olympiques d'Albertville ont permis, de la même manière que Grenoble a été les Jeux olympiques de Grenoble ont été l'opportunité de populariser le ski. Les Jeux olympiques d'Albertville ont permis d'internationaliser la clientèle savoyarde, puisque les investissements qui ont été faits ont permis de faire gagner à la Savoie une trentaine d'années. C'est en fait la desserte autoroutière, ce sont la desserte ferroviaire bien sûr, les aéroports et toutes les infrastructures, que ce soit hôpitaux ou alors la modernisation des stations et des exploitants des domaines skiables. À l'issue de ces Jeux olympiques d'Albertville, Michel Barnier a fait de ces grands événements des moyens de développement et de promotion touristique. Et il m'a proposé de rejoindre l'agence touristique Savoie, qui ensuite est devenue Savoie Mont-Blanc Tourisme. Et c'est dans cet état d'esprit-là qu'il nous a demandé d'aller à la conquête de nouveaux événements permettant de développer et de promouvoir le tourisme de la Savoie. Les Jeux olympiques étant une opportunité pour mettre un coup de projecteur et de développer la Savoie d'hiver, la Savoie blanche. Il nous a demandé d'aller chercher des championnats du monde d'aviron à 2 reprises, des championnats du monde de canoë-kayak permettant de mettre un coup de projecteur et de développer les territoires, le pays d'Aiguebelette d'un côté, le territoire de Bourg-Saint-Maurice pour développer la Savoie d'été.
Et c'est vrai que tout le fil rouge de ma carrière a été véritablement animé par ce lien entre l'événementiel et le tourisme, en fait. Et c'est ce qui m'a... Donc, ma dernière mission, en fait, a été la direction de ces championnats du monde de Courchevel-Méribel 2023, voilà, pendant lesquels Olan a été une ressource extrêmement précieuse pendant la préparation de ces championnats du monde. Et au-delà d'être l'événement le plus important après les Jeux Olympiques pour le ski alpin, c'était un événement rare et majeur pour le ski français. Nous avons souhaité de faire de cet événement un événement qui puisse être utile aux acteurs du territoire. Et c'est ce qui nous a amené notamment à utiliser cet événement comme une vitrine pour pouvoir donc mettre en vitrine le meilleur de la montagne française, profitant de sa médiatisation, 500 millions de téléspectateurs, plus de 1000 heures de retransmission TV. Et l'un des sujets majeurs était bien sûr l'environnement, souhaitant mettre en lumière les actions, vraiment des actions extrêmement importantes faites par les acteurs de la montagne depuis longtemps. Nous avons réuni autour de la table un comité RSE, permettant de pouvoir ensemble ou siéger au-delà des acteurs de la station, des acteurs du territoire, siéger également les associations, Mountain Rider, Mountain Wilderness, le parc de la Vanoise, The Water Family, entre autres. Et ensemble, nous avons défini la politique en faveur de l'environnement, permettant de pouvoir utiliser cet événement comme un accélérateur sur ce sujet. C'est ce qui nous a amené pour montrer qu'on était vraiment sur une démarche de fond structurée, pour être crédible. Nous avons mis en place une certification 20121 qui ont fait de ces championnats du monde le premier événement labellisé 20121. Nous avons mis en place également un bilan carbone qui a également été fait lors des finales de la Coupe du Monde l'année d'avant et pendant l'événement, qui nous a permis véritablement de pouvoir évaluer notre impact sur l'environnement et en matière carbone. Et pour rejoindre les chiffres qu'énonçait Olan, sur cet événement, plus de 77% de l'impact était fait à partir du transport. Ça, c'est donc sur les séjours en montagne, 77%, c'est le chiffre clé. Pour pouvoir accompagner cet événement, nous avons mis en place, grâce au soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, un plan de transport avec des bus qui partaient de toutes les capitales régionales, moyennant un ticket d'entrée de 10 €, vraiment pas cher, permettant d'accéder à ce transport, ou à des parkings relais également dans la vallée. Et pour faire le lien avec, je veux pas être trop longue, pour faire le lien avec les JO 2030, forcément, on sait à quel point ça peut être une opportunité pour travailler sur des sujets centraux pour la montagne, et notamment travailler sur l'enjeu de la transition, sur l'enjeu de la transition, avec l'objectif de pouvoir accélérer toute cette mobilité, ces programmes de mobilité, quand on sait l'impact pour faire venir des gens à la montagne. Ça, c'est un enjeu majeur. Alors, je suis arrivée par le prisme des transports sur ces JO. C'est l'occasion, 2030, c'est l'occasion de redire que ces JO ne sont surtout pas basés sur le concept des JO précédents, nécessitant des grosses infrastructures. Ce qu'on peut vraiment dire, c'est que à l'échelle de notre région, ces JO sont véritablement 2030 en lien direct, sont l'héritage de ces Jeux Olympiques d'Albertville, puisque les infrastructures les plus importantes, que ce soit le tremplin pour les épreuves de saut et de combi nordique, et la piste de bob, qui sont les infrastructures les plus importantes, sont celles qui étaient utilisées pour Albertville.
Donc l'idée, c'est de dire vraiment exploitant au mieux ces Jeux Olympiques, ce projet Jeux Olympiques, pour réunir autour de la table toutes les forces vives de la montagne, les associations, pour voir de quelle manière capitaliser sur les investissements possibles pour accélérer cette transition écologique pour les sports d'hiver. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Alors, sur ces projets, on l'a vu, de diversification, sur ces projets événementiels, pour avoir eu l'opportunité de travailler avec monsieur le préfet François Ravier pendant les championnats du monde, on retrouve au cœur de ces organisations l'État. Donc sur cette diversification, sur les championnats du monde, il y a eu un enjeu majeur qui était celui de la sécurité, puisque l'État avait fait de ces grands événements et de ces championnats du monde en particulier, avait choisi Courchevel-Méribel pour tester certains enjeux de sécurité. Et je passe tout de suite la parole à monsieur le préfet, voilà, pour qu'il explique le rôle de l'État dans son détail. Merci beaucoup, Perrine. J'essaierai d'être assez bref. D'abord, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. J'essaierai d'être assez bref puisque il y a quelques petites années, j'étais moi aussi assis dans l'amphiA et je me souviens que parfois les interventions durent un peu. Donc on va essayer de faire court. Les bancs sont toujours les mêmes. Les bancs sont toujours les mêmes, oui. Alors, peut-être très rapidement, le rôle de l'État, je vais faire juste 3 points, 3 spots. Le rôle de l'État, c'est d'abord de décliner des politiques territoriales, des politiques gouvernementales au niveau territorial. Olane, dans son introduction, vous a rappelé, je crois, la responsabilité, le rôle de l'État dans le développement de la montagne avec les plans neige. Ce rôle a changé, mais il ne baisse pas en intensité. C'est d'abord, la montagne, c'est aussi une histoire de développement, c'est une histoire d'aménagement du territoire, bien entendu. C'est une histoire de tourisme, c'est une histoire de politique sportive. Perrine vient de le dire aussi, à travers l'organisation des grands événements et de tout ce qu'il y a de se concentrer quelque part de politique sportive, sport de haut niveau, mais pas seulement, comment entraîner dans la foulée, je dirais, de ces championnats du monde ou autour de ces championnats du monde, des jeunes qui viennent à nouveau développer ce sport, etc. Et puis aujourd'hui, je dirais le point, peut-être le point le plus important, le point le plus problématique souvent, c'est la transition écologique, qui évidemment doit être on va dire respectée, prise en compte, totalement respectée et prise en compte dans les projets de développement de la montagne. Et là, vous voyez, ça a été un petit peu évoqué, je le rappelle, parce que je pense que ça se situe là. Il y a à la fois les projets eux-mêmes, les nouveaux projets, les projets de création de nouveaux remontées mécaniques, d'extension de domaines skiables, bref, tous ces sujets-là. Il y a le sujet aujourd'hui, évidemment, de l'eau. L'eau est un problème majeur, on le voit, enfin, le plan évoqué de 2023, le plan gouvernemental, pose bien un certain nombre de règles assez nouvelles. Et puis, non loin d'ici, en ville, le tribunal administratif de Grenoble a annulé quand même récemment des PLU et des PAD et des permis parce que des communes, notamment, n'avaient pas pris en compte, qui voulaient construire des logements. Ça a été annulé parce que, notamment, on n'avait pas regardé comment éliminer les lits froids avant d'artificialiser encore de nouvelles surfaces. Donc les lits froids, ce sont les lits qui sont occupés moins d'une semaine par an. Il y en a des dizaines de milliers dans les stations de montagne. Donc ils sont occupés moins de 7 jours par an, alors qu'on a du mal à loger d'abord les travailleurs saisonniers en montagne. Souvent, c'est un peu compliqué. Et puis, pour accueillir les touristes aujourd'hui, comme on ne sait pas utiliser, reconvertir ces lits froids, pour des tas de raisons, eh ben, on continue à construire des nouvelles choses. Et donc, à un moment ou à un autre, on est quelque part dans une sorte d'aberration en termes d'espace qu'il faut pouvoir dépasser. Voilà. Donc, l'idée, c'est quand même, à travers toutes ces politiques, et parfois, ces politiques peuvent aussi, finalement, mener à des injonctions paradoxales. Ça peut arriver aussi. Et donc, là, le rôle de l'État, localement, ça va être à la fois d'expliquer, rôle de pédagogie, d'essayer que les communes ne tombent pas dans un certain nombre de pièges, parce qu'on sait que le coup d'arrêt dans un projet, après il faut des années pour repartir, dans un projet ou dans une planification, je pense par exemple au SCOT de Maurienne, le maire est bien placé pour dire à quel point effectivement ça retarde derrière beaucoup de sujets. Bref, il y a tous ces éléments-là. Et puis peut-être l'idée c'est de résoudre
d'aider, de conseiller les collectivités. L'État le fait beaucoup. C'est pas la mission régalienne, mais c'est quand même la mission qui prend le plus de temps, qui occupe le plus, et qui entre nous est la plus intéressante, bien entendu. Accompagner les montagnes dans leurs projets, qu'ils soient de développement raisonné, dans un terme de développement durable, mais aussi d'ailleurs de diversification. Il y a quelques années, pour l'instant on est en train de finir ça, mais il y a ce qu'on appelle le plan Avenir Montagne, avec quand même des dizaines de millions d'euros pour aider à la diversification des projets, à la diversification des activités l'été. Et puis, bien entendu, il y a beaucoup de bonnes pratiques, alors en Savoie comme ailleurs, hein, évidemment, mais bon, je reste dans ma juridiction, si je puis dire, et l'idée, c'est aussi de les faire partager, ces bonnes pratiques, parce qu'elles sont évidemment utiles. Après, il y a aussi le rôle de l'État, c'est toujours une dimension à la fois conseil, mais aussi régalienne. En gros, lorsqu'on n'arrive pas à convaincre, mais il y a toujours la possibilité, bien sûr, de demander le retrait des projets. Et si on n'obtient pas le retrait des projets, à ce moment-là, on demande au juge de paix, ici en l'occurrence souvent le juge administratif, de dire le droit, de dire ce que nous devons faire. En général, ce n'est pas une preuve d'un grand succès de devoir aller jusqu'au tribunal administratif, mais parfois c'est nécessaire pour dépasser un certain nombre de contradictions. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, fondamentalement, qui intéresse beaucoup l'État, c'est de protéger les collectivités locales. Je rappelle qu'avec les remontées mécaniques, nous sommes dans une activité de nature industrielle et commerciale pour lesquelles les recettes doivent venir compenser les dépenses. Pourquoi? Parce que les communes, bien entendu, l'argent des communes, le budget des communes, c'est de l'argent public. C'est les contribuables locaux ou, via les dotations versées par l'État, le contribuable national. Et donc, il est de la responsabilité de l'État de veiller au bon usage des deniers publics et donc que ces deniers publics ne soient pas versés là où d'autres types de recettes doivent arriver. L'outil de contrôle, l'outil essentiel dans le contrôle de légalité, c'est le moment des DSP, des délégations de services publics. Et là, le rôle est vraiment de protéger les communes. Comment? Bien, tout simplement, une DSP, d'abord, ça veut dire, ça a été dit tout à l'heure, la DSP, c'est l'existence d'un risque d'exploitation. Et donc, ce risque, les collectivités et l'opérateur vont essayer de trouver ensemble des modalités à la fois d'avancer, de faire des projets, tout en minimisant le risque et voire en essayant de l'éliminer. On va avoir là aussi un équilibre à respecter entre les dépenses privées et les recettes privées. On voit qu'on a des pratiques qu'on essaie de limiter. Ce sont par exemple les subventions d'équilibre. Pour donner un exemple, hein, en Savoie, on a à peu près un peu plus d'une quinzaine de subventions d'équilibre par an. Elles sont a priori illégales, je dis a priori. Pourquoi est-ce qu'elles sont a priori illégales? Parce qu'une subvention publique, c'est un transfert de charge de l'usager vers le contribuable. Ce qu'on nous dit, c'est que si on ne donne pas une subvention publique à l'opérateur de remontée mécanique, alors il va devoir augmenter les prix de telle façon qu'on sera obligé d'augmenter les forfaits. Ben alors pas de problème, on est dans un monde de concurrence, et donc ce n'est pas au contribuable de venir financer une gestion qui peut être améliorée sans doute, ou en tout cas de venir financer une dépense privée. Donc ça, c'est ces subventions d'équilibre qui viennent évidemment imputer le budget des communes. Et là, quand je parle de subventions publiques, les montants que j'ai en tête, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. On n'est pas sur l'épaisseur du trait, on est vraiment sur des dépenses importantes et qui, en plus, peuvent se reproduire d'une année sur l'autre, parfois pendant plus de 10 ans, voire au-delà. Et donc là, on a effectivement un déséquilibre, une relation qui se déséquilibre en défaveur des communes. Il y a eu le sujet, je ne sais pas si vous avez entendu parler, peut-être étiez-vous concerné aussi, des forfaits dits gratuits. Les forfaits dits gratuits, c'est-à-dire, c'était la possible. Il y a beaucoup de stations dans lesquelles il y avait des forfaits gratuits, donc des personnes qui viennent et qui ne payent pas le forfait. Le problème, c'est que la gratuité, c'est un mythe. La gratuité, elle n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye la gratuité. Qui est-ce? C'est la commune. Alors pourquoi la commune payerait à ce moment-là? Puisque finalement, a priori, ce n'est pas une dépense publique. En tout cas, ça vient servir un opérateur. Bref, la Chambre régionale des comptes, qui a insisté lourdement à plusieurs reprises, a fait que nous avons en gros fait ce qu'il fallait pour, avec les communes, éliminer cette dépense. Il y a aussi, je finirai peut-être le sujet du régalien là-dessus, les DSP, donc je l'ai dit, c'est un risque, c'est une durée aussi.
Une DSP, ça se conclut pour un certain nombre d'années. En général, c'est la durée de l'amortissement et un peu plus. Donc, quand tout se passe bien, c'est à peu près la règle. Le juge, le Conseil d'État, a validé d'ailleurs un peu cette conception des choses-là. Alors, en fait, on a assez couramment des délégations de services publics qui sont les plus longues, si je prends en compte les avenants. Parfois, on a une quinzaine d'avenants. On a quand même des délégations de services publics qui durent 60 ans. Alors ça, on va dire c'était avant. Aujourd'hui, ce serait totalement irréaliste parce que l'horizon d'enneigement, ce qui fait donc l'activité, ce qui fait le chiffre d'affaires, ce qui fait la rentabilité, l'horizon d'enneigement n'est plus assuré pour toutes les stations. Et donc, évidemment, si vous faites une DSP pour 20 ans et que, en fait, l'enneigement, en gros, l'activité s'arrête au bout de 10 ans, donc à la moitié, vous n'aurez pas amorti tous les biens qui étaient conclus dans la DSP. Et donc, la commune va devoir rembourser la moitié des biens, puisque 10 ans, 20 ans, la moitié des biens. Et donc, la commune va devoir s'endetter au moment où, par ailleurs, s'il n'y a plus de ski d'hiver, ou beaucoup moins, la commune va devoir s'endetter pour développer des activités d'été qui, elles, n'ont pas une rentabilité économique suffisamment intéressante en général pour intéresser les privés. Et donc, ce sont les communes qui vont devoir investir pour la diversification d'été. On aura en même temps le risque de rembourser une VNC, une valeur nette comptable, très importante, puisque ce sont quand même des centaines de milliers d'euros par commune, parfois, et au niveau global, on est dans des centaines de millions d'euros investis quand même tous les ans, pour donner un peu une idée de l'économie. Et lorsqu'une commune doit rembourser la moitié des équipements non amortis, ça représente évidemment une somme considérable. Donc elle est obligée de s'endetter, et de l'autre côté, elle va être obligée d'investir pour faire de la diversification. Et donc on voit bien que là, il y a une vraie difficulté. Ce qu'on regarde aussi, c'est que les communes perçoivent bien toutes les recettes qui leur est due. On pense en particulier aux redevances domaniales. Beaucoup de communes, mais c'est l'histoire des stations, mais voilà, beaucoup de communes ne reçoivent pas les recettes de la part de l'opérateur, puisque l'opérateur occupe le terrain communal. Donc ce terrain communal est un terrain public, quelque part, un terrain domanial. Et donc la contrepartie de l'utilisation de ce terrain, c'est évidemment de payer une redevance. Vous avez la même chose sur le littoral pour les personnes qui mettent des paillotes sur la plage. On a le droit, à condition de payer la redevance prévue par les services fiscaux. Voilà, donc là, on essaye aussi de protéger les communes en exigeant qu'elles perçoivent ces communes, faute de quoi on déclare le budget non sincère. Ça, je renvoie des enseignements de finances publiques, le budget non sincère, parce qu'il n'est pas l'ensemble des recettes. Parce que s'il y a une différence en comptabilité publique ou en droit budgétaire public entre les dépenses et les recettes, c'est que les recettes sont toujours obligatoires. Toujours obligatoires. On ne renonce pas à une recette. Les dépenses ne sont obligatoires que lorsque la loi le prévoit comme tel. Mais les recettes, elles, sont toujours obligatoires. Voilà, donc on essaye de protéger les communes sur un certain nombre de ces éléments. Voilà pour les DSP. Enfin, peut-être, je rappelle aussi, puisqu'il a été dit tout à l'heure que la durée moyenne de ski aujourd'hui diminue, 3 heures, je crois que 3h38, enfin bon, peu importe la virgule, ça veut dire que donc il faut occuper les touristes le reste du temps. Des touristes qui d'ailleurs aujourd'hui viennent en famille, où il n'y a pas que des gens qui sont passionnés de ski alpin. Donc il faut développer d'autres activités. La plupart du temps, ces autres activités, en tout cas les plus onéreuses, les piscines, les patinoires, etc., ce sont des investissements des communes. Et on voit que dans un certain nombre de communes, ça donne lieu parfois à des DSP qui sont quand même très rarement excédentaires. C'est toujours un coût pour les communes de financer ces équipements qui vont permettre à la clientèle de venir, même si elle ne skie que 3h30. Voilà un petit peu rapidement. Enfin, un dernier élément pour aller vraiment très vite. L'État a un rôle, l'État départemental au moins, a un rôle évidemment d'interface entre le département lui-même et puis les niveaux supérieurs, c'est-à-dire la région. La région, c'est important parce que la région, la préfecture de région, c'est l'endroit où, avec le conseil régional, s'élabore le contrat de plan État-région, c'est-à-dire potentiellement des financements importants en faveur, notamment, mais pas que bien entendu, mais en faveur de la montagne, en termes de mobilité notamment, mais pas seulement. C'est là aussi où c'est décidé beaucoup les financements, la validation des projets du plan Avenir Montagne pour permettre la diversification des activités. Et puis, il y a le niveau régional, et je signale
c'est peut-être moins connu qu'il y a, au-delà du niveau régional, un niveau massif qui en fait regroupe, on va dire, le monde PACA et le monde Auvergne-Rhône-Alpes, avec un préfet de massif qui, lui, a à la fois des compétences au niveau national et qui a aussi des financements assez conséquents dans un contrat de plan interrégional pour venir aider des projets, pour venir aider de la diversification, pour venir solutionner aussi un certain nombre de choses. Donc voilà, je reprends trois choses: décliner les politiques territoriales en accompagnant, en cofinançant aussi peut-être des projets des collectivités. 2, les missions régaliennes pour protéger les collectivités locales. 3, un rôle d'interface avec des niveaux supérieurs qui permettent à la fois d'adapter les normes, mais aussi d'avoir des financements de portée plus conséquente que celles qu'on peut avoir au niveau départemental. Voilà, merci. Donc on a terminé en tout cas l'exposé de nos pensées. Et maintenant, déjà j'aimerais remercier quand même chacun des intervenants, c'était très intéressant. Et si jamais vous avez des questions ou même des discussions, il nous reste quand même un temps assez conséquent là-dessus pour partager ensemble. Je crois que Monsieur le maire de Valloire demande la parole. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Préfet. Je suis Jean-Pierre Rougeau, donc le maire de Valloire. Je suis secrétaire aussi général de l'Association des maires de stations de montagne. Et si vous voulez, quand je suis venu ici et que j'ai vu qu'il y avait un exposé qui avait été fait sur le ski, les stations et tout, on craint toujours un peu. Mais là, je dois vous dire que moi, personnellement, je vous donne mon avis. Je suis vraiment ravi de votre présentation qui est objective, impartiale, et on a des éléments qui sont factuels et qui véritablement révèlent la vérité de ce que l'on vit. Vous avez parlé aussi de l'eau, et ça, je crois qu'on a un public derrière qui ne sait pas tout à fait l'eau, ce que ça représente, 22 millions de mètres cubes d'eau. 22 millions de mètres cubes d'eau, c'est une goutte d'eau. Je vais vous donner simplement une valeur d'échelle que je répète constamment, c'est que les fuites sur le réseau d'eau français, c'est 1,340 milliard de mètres cubes. Eh bien, quand on fait tout l'enneigement de la France avec 22 millions de mètres cubes, ça veut dire qu'avec une année de fuite, on pourrait faire 60 années de neige de culture, 60 années de campagne de neige de culture sur la France. Et encore, on n'utilise pas de l'eau potable, on utilise beaucoup de l'eau des torrents. Mais c'est pour vous donner l'idée exactement de ce que ça représente, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont intérêt à gonfler ça ou à mentir par omission en disant que c'est pas. La deuxième chose, c'est qu'on parle beaucoup de transition, mais pour l'instant, la transition, c'est encore le ski qui la paye. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse perdurer encore le ski. C'est pour ça que nous avons besoin de la neige de culture. Et vous l'avez très bien expliqué, cette neige de culture qui est mélangée avec cette neige naturelle, qui nous permet d'ouvrir au bon moment et de fermer à l'heure, c'est ce qui nous permet effectivement d'assurer des bonnes recettes. La neige de culture, moi, les premiers enneigeurs qu'on a posés à Valloire, c'est en 1989. En 1989, on manquait déjà de neige. Et le jour de l'inauguration, eh bien, il y avait 2 bandes blanches sur le massif qu'on appelle de la Cétase, et tout à droite et à gauche, c'était tout marron. On avait déjà ces problèmes. Alors, ne soyons pas dans le déni, il est certain qu'on va vers quelque chose. Mais cette situation vers laquelle on nous promet d'aller, je l'appelle, moi, si la montagne est malade, eh bien, soignons-la. Et donc, il faut qu'on la soigne comme les hommes et les femmes. Or, la plus grande transition pour les hommes et les femmes, c'est de passer de vie à trépas. Or, c'est pas parce qu'on sait tous qu'on va passer de vie à trépas qu'il va falloir qu'on se fasse euthanasier demain. Eh bien, la montagne, c'est pareil. La montagne, il faut l'aider à vivre, il faut l'aider à soigner, il faut l'aider avec des procédés artificiels, comme on fait sur les humains, pour qu'elle perdure et puis qu'elle aille jusqu'à la fin, comme vous le disiez, Monsieur le Préfet, de l'amortissement des investissements capitalistiques qui sont très capitalistiques des stations. À noter que maintenant, la plupart des investissements qui sont faits à la montagne, surtout sur tout ce qui est des appareils d'ascenseur, serviront, même quand il n'y aura pas de neige, pour pouvoir développer une approche de la montagne beaucoup plus facile pour nos populations. Nos populations qu'il va falloir qu'ils redécouvrent ce qu'est la vraie montagne, c'est-à-dire celle qui fait du bien au physique et au psychique. Et je crois que la grande faculté de l'homme et des femmes, c'est de s'adapter, et je pense qu'ils y arriveront facilement.
Voilà, je vous remercie. Merci. En général, dans le public, si vous voulez poser des questions ou intervenir, n'hésitez pas. Et si vous voulez répondre, évidemment, c'est pareil. Évidemment, Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Je suis Vincent Deringue de Montaigne-Ville-d'Arnès, c'est l'association de protection de l'environnement que monsieur le préfet connaît bien. Vous, enfin, pas mal de monde ici connaît, vu qu'en plus je la représente dans votre commission départementale de la nature, des sites et des paysages depuis 2000 ou 99, je crois. Je siège également au comité de massif, dont on a le commissaire adjoint présent aujourd'hui. Vous en avez fait référence sur ces politiques montagne définies dans une structure spéciale voulue par la loi montagne depuis 98 ou 97, donc ça date un petit peu aussi, donc j'ai pu voir aussi l'évolution de la montagne, l'évolution des projets, la certaine schizophrénie qu'il peut y avoir entre des volontés affichées, des réalisations qui peuvent continuer à être poussées. Vous avez cité le Scott Maurienne, on aurait pu aussi citer celui des Sierra Ravi, on aurait pu citer le précédent modèle de Scott Oisan, où là aussi c'était, je le dis avec mes mots et de manière très cash, on pourrait en développer, mais en gros c'était, on poursuivait, le Scott Maurienne avait des projets qui existaient déjà en 82, le Scott Sierra Ravi, le projet initial c'était quand même de faire la liaison des deux stations Lac-Lusac, Grand Bornand pour pouvoir piquer les clients à Flaine. Je cite la présentation en commission espace et urbanisme. Ils sont revenus heureusement là-dessus. On a vu les problèmes d'eau, vous l'avez cité à plusieurs reprises, et ça vous aura pas échappé que Lac-Lusac n'est pas sorti, indépendamment de la suspension de sa 5e retenue collinaire qui se trouve en dehors du domaine skiable. On a la découverte des captages illégaux. Bon, c'est compliqué. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est le dernier mot du maire de Valloire qui a commencé à parler montagne et non pas station. Parce que clairement, les transitions et l'avenir, y compris des stations, ne passera que si on réfléchit au niveau montagne. C'est d'ailleurs l'objet du plan Avenir Montagne, et vous avez oublié, monsieur le préfet, ingénierie derrière, parce qu'Avenir Montagne, c'est l'investissement standard, j'ai envie de dire, et sur la lignée pour sauver les stations post-Covid, c'était logique. Par contre, Avenir Montagne Ingénierie, c'était quelque chose de beaucoup plus original, et je pense honnêtement beaucoup plus nécessaire sur le long terme, c'est de réfléchir au niveau territorial et non plus station, sur ce qu'on fait, de ce qu'on peut faire de ces montagnes, en prenant en considération l'ensemble des enjeux et l'ensemble des potentiels que ces territoires de montagne, qui sont tous différents et qui sont susceptibles d'avoir une véritable attractivité pour nos concitoyens. On l'a vu d'ailleurs, l'attractivité de la nature post-Covid est quelque chose de très remarquable. Le Dauphiné libéré, titré pendant le Covid « La montagne est morte », il suffisait d'y aller une fois qu'on nous a ouvert un peu les portes, il y avait du monde partout. Et ça continue, et c'est un enjeu majeur qui va au-delà du cinéma, qui va aussi au-delà du trampoline, qui va au-delà de la piscine ou de la patinoire qui ont pu être listés, ou de la luge d'été qui ont pu être listés comme objet de diversification. Il y a un enjeu très fort de culturel, j'ai envie de dire, de représentation, de projection de ce qu'est la montagne dans le reste de la société. Et on s'en sortira pas si on se dit les stations n'existent que par et pour les stations, que la montagne n'existe que par et pour les stations de ski. Il y a un enjeu très très fort de réflexion, y compris de vie à l'année au sein des stations, au sein d'un territoire. Et bon, je voudrais attirer l'attention, il y a beaucoup d'étudiants de Sciences Po, c'est l'objet, sur le discours de votre collègue, le préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui se trouve être le préfet coordonnateur de la région, du massif des Alpes, pardon, qu'il a fait il y a 11 mois, jour pour jour, à l'inauguration du congrès annuel de domaine skiable de France, et qui insiste sur tous ces enjeux, qui reconnaît les avantages qu'a pu avoir le développement du ski, qui fait également la liste exhaustive et très argumentée des problèmes qui leur font face, et qui, dans les solutions, préconise de manière très forte les transitions, à différentes échelles, ça a été dit, mais systématiquement à l'échelle du bassin de vie et pas seulement à celle de la station. Et ça, vous le trouverez très facilement, vous googlisez discours préfet massif Alpes, domaine skiable de France, Toulon 2023. Je vous incite très fortement à aller le lire, et je m'arrêterai là, et éventuellement ceux qui veulent en discuter avec moi après, ils peuvent me retrouver. Voilà. Si je peux me mettre, je suis vraiment d'accord avec vous, et y compris sur le périmètre, le bon périmètre. Pour l'instant, si vous voulez, le problème, c'est que on a du mal à développer un peu de l'intercommunalité déjà au premier niveau, et ensuite l'espace valléen, et ensuite le massif. Le problème, c'est que quand vous êtes riche, vous n'avez pas envie de vous marier avec des pauvres, et que quelque part, on se demande, est-ce qu'il va falloir attendre vraiment une crise dans le monde de la montagne, avec des pertes de recettes et de rentabilité, pour penser intercommunalité. L'idée, c'est qu'évidemment, on n'a pas envie d'attendre ce moment-là. Il faut qu'on puisse trouver des outils, des instruments qui ne sont mobilisables que lorsque
on accède au moins au niveau intercommunal et plus certainement au niveau de l'espace valléen, voire du massif. Je suis désolé d'en arriver là, mais c'est quand même majeur, et ça a des vraies conséquences. Vous avez cité l'annulation du SCOT Maurienne, on pense ce qu'on en veut, c'est pas le sujet. N'empêche que derrière, Loisan, qui avait le projet de faire des liaisons interstations, l'a abandonné, sur le motif que, et je participe en tant que PPA aux deux SCOT d'ailleurs, mais celui de Loisan nous a dit, Trexto, par la bouche de son président, l'abandon de toutes les liaisons prévues en Savoie ne nous impose plus le suréquipement qu'on prévoyait. Donc dépenses en moins, impact en moins, et finalement on réfléchit autrement le développement de notre montagne que par la seule infrastructure. Et ça, c'est un enjeu absolument majeur aussi. Et je reviens 30 secondes, Perrine, sur ce que tu as dit sur les JO de 2030 ou sur l'héritage des JO précédents. Je suis assez vieux pour avoir participé en tant que spectateur au JO de 92. Vous ne faisiez pas 1 mètre en Savoie autrement qu'en transport en commun. Toutes les barrières de péage, on stockait les bagnoles dans les champs et puis on partait, le billet prévoyait le transit vers tous les sites d'épreuve et entre tous les sites d'épreuve depuis les portes de la Savoie en transport en commun. Et tu l'as cité, les 2 gros héritages qu'on a des JO de 92, c'est l'accès en Tarentaise par la 4 voies et c'est l'autoroute de Maurienne. Je te grossis le trait à peine, mais il faut absolument pas que 2030 ce soit ça si ça doit devenir. Parce que clairement, on peut pas, comme ça a été le cas d'ailleurs au championnat du monde de 2009 avec Kili et Blanc, comme ça a été le cas en 2023, super pendant 15 jours, 3 semaines, et derrière, on revient comme en 40, comme en 92 avec des bagnoles partout. Donc ça doit être systémique, les changements qu'on engage à l'échelle de tous les territoires, à toutes les échelles de territoire. On ne pourra pas faire sans. On ne pourra pas faire sans parce qu'on n'a pas assez insisté sur le risque majeur que représente le changement climatique, parce qu'on dit neige ou pas neige à Noël, variabilité, etc. Mais aussi les risques naturels, et je ne vais pas vous l'apprendre, vous, en Savoie, et vous avez vu l'Arc ce matin, et vous avez vu la Bérarde, et vous avez vu tous les sites qui sont pas accessibles. On en est à quelque chose d'existentiel par rapport à la possibilité d'habiter même en montagne, de se déplacer même en montagne. Donc j'ai envie de dire qu'il faut dépasser non seulement le sujet ski, mais le sujet station, pour réfléchir réellement territoire. Et d'ailleurs, on est en train de travailler au sein du massif au plan d'adaptation au changement climatique. Il y a un boulot énorme et c'est vraiment là qu'il va falloir travailler tous ces enjeux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres discussions? S'il y a des réactions aussi éventuellement. Oui. Merci. Je vais questionner Olan, si vous me le permettez. J'ai plusieurs questions, plusieurs réflexions. La première, c'est dans votre étude, puisque vous avez donc participé à pas mal de travaux aux côtés de Monsieur le Préfet de Savoie. Est-ce que vous avez étudié certains SCOT précisément? Est-ce que vous avez vu des évolutions qui tiennent compte des enjeux de transition dans les SCOT récents? Et la deuxième question, c'est dans vos travaux, est-ce que vous avez pu comparer le modèle français avec d'autres modèles montagnards européens? Vous avez fait un rappel historique intéressant. C'est vrai que le développement de la montagne en France, il a une histoire particulière qu'on retrouve pas forcément en Suisse ou en Autriche, où on a un modèle économique sans doute plus intégré à l'ensemble du territoire, qui sans doute effectivement leur permettra une transition bien plus facile et bien plus naturelle. Sur la première question, et notamment les SCOT, oui, j'ai travaillé sur quelques SCOT, mais plus largement aussi à quelques projets qui ont été passés par des domaines skiables. Et ce que j'observe finalement, c'est qu'il y a un équilibre à trouver entre, d'une part, les préconisations à la fois de la mission régionale d'autorité environnementale, du juge administratif aussi, qui lui ne fait qu'appliquer la loi, et bien sûr des demandes aussi des domaines skiables. Donc quelque part, je pense qu'il y a d'une part des domaines skiables qui parfois jouent très bien le jeu et voient leurs projets passer, et d'autres fois, certains projets qui ne passent pas à cause soit de manquements, soit d'une mission de l'autorité environnementale qui est aussi de plus en plus sévère sur les dernières années. Donc je pense que d'après les travaux que j'ai effectués, pour moi le plus intelligent est de trouver le bon compromis entre les enjeux environnementaux qui sont préconisés à travers le Code de l'environnement et aussi la gestion des projets avec un gain pour moi de compétences
qui est à acquérir de la part de nombreux domaines skiables, parce qu'aujourd'hui l'évolution elle est vraiment énorme et exponentielle, et donc quelque part les projets doivent s'adapter, et surtout la rigueur des projets doit aussi s'adapter. Et sur la deuxième question, c'était sur la comparaison des modèles étrangers. Comme j'ai fait une alternance en Savoie, j'ai pas trop eu l'occasion de comparer plusieurs modèles. Donc c'est essentiellement en France, mais déjà en France, je trouve qu'on a quand même une grosse différence au sein des modèles, c'est-à-dire que suivant les départements, on n'a pas du tout les mêmes enjeux. On a des départements qui ont des stations qui ouvrent quasiment 200 jours, comme par exemple Tignes, et on a d'autres stations qui vont ouvrir que 60 jours dans certains départements. Donc déjà la comparaison nationale est très très importante. Après, à l'international, pour le moment, il n'y a pas eu de comparaison qui a été effectuée. Alors, j'avais une question plutôt sur le type de clientèle. On sait que les stations de ski, elles deviennent fatalement plus compliqué pour, on va dire, les populations modestes chaque année, parce que les prix augmentent chaque année. Et d'un autre côté, on a aussi, par exemple en Isère, on a aussi des cartes qui permettent aux étudiants d'aller skier pour moins cher, on a des promotions, peut-être même pour les familles. Est-ce que on se dirige fatalement vers une clientèle qui est de plus en plus riche, ou est-ce que la diversification des activités qu'on essaye d'amener et ces promotions, est-ce que ça permet peut-être une viabilité pour les populations, on va dire, plus modestes ? D'abord, la clientèle la plus riche, elle est clientèle étrangère, souvent, en bonne partie. 36%, à peu près 36% de la clientèle en Savoie est étrangère. C'est d'ailleurs celle-ci qui est à peu près la seule, vous allez vite comprendre pourquoi, qui vient en avion. Notamment les Britanniques, puisque l'aéroport de Chambéry-Savoie-Mont-Blanc n'accueille en gros que des Britanniques et ne fonctionne que pendant la saison de ski. Donc là, le bilan carbone, c'est juste une horreur quand même. Mais effectivement, ce sont des gens qui viennent. Voilà. Après, vous posez un vrai sujet. C'est est-ce que demain, avec l'augmentation du coût du forfait, est-ce que le ski devient une activité d'élite, ou est-ce que, c'était le sens des plans neige et de tout le reste, est-ce que c'est un sport de masse, un sport notamment accessible aux enfants des montagnes, ou en tout cas des départements où il y a de la montagne, et au-delà, il n'y a pas de raison non plus, il n'y a pas de frontières. C'est une vraie question. Alors, c'est-à-dire que il y a plusieurs choses à faire. Le conseil départemental de la Savoie, vous voyez, par exemple, cofinance, pardon, la restauration d'accueil collectif de mineurs, c'est-à-dire, en gros, des grandes structures qui vont permettre d'accueillir des séjours de jeunes. Ça fait partie des choses. On a d'autres clubs. L'UCPA également a tout un plan de rénovation de ces structures, mise aux normes énergétiques, etc., etc. Ça, déjà, les capacités d'accueil. Parce que, évidemment, le coût du foncier en montagne est très élevé. Et si vous n'avez pas une politique très volontariste, vous faites un calcul économique et c'est souvent beaucoup plus rentable de vendre, en gros, cette structure qui accueillait des mineurs. C'est beaucoup plus rentable, sans doute, de la vendre à un opérateur, à un hôtelier de luxe, etc., que de la restaurer pour faire venir des gamins. Mais l'idée des classes de neige, c'était la clientèle de demain. C'était ça, l'esprit. Et si le ski a pu se développer comme ça aussi, c'est parce qu'il y a eu toutes ces classes de neige. Voilà. Donc aujourd'hui, dans le cadre fixé, enfin en tout cas rappelé plus exactement, par la Cour des comptes ou la Chambre régionale des comptes, on voit des stations, des communes, pardon, ou des collectivités d'une façon générale, assez inventives souvent, qui ont trouvé des solutions pour à la fois aider sans être dans l'illégalité. On peut penser, c'est un objectif majeur, c'est un objectif de politique de jeunesse, de faire venir des jeunes, de les faire revenir, les jeunes, dans les stations de ski. Et si possible, pas au moment où il y a tout le monde. C'est-à-dire pas pendant les vacances de février, parce que ça c'est l'horreur. Les vacances de février en Savoie, il y a 4 ou 5 week-ends. Enfin, on a 40 000 véhicules par jour pour un réseau routier qui peut en supporter que 20 000. Donc c'est l'horreur. Et encore, quand il neige pas, on arrive à s'en sortir, mais s'il neige en même temps, c'est des milliers de personnes qui sont des naufragés de l'autoroute, de partout. Enfin, c'est la désespérance absolue. Et j'ai tendance à penser qu'on n'a pas besoin d'être dans un bouchon pour se sentir en vacances, ou en tout cas pour se sentir partir en vacances. Et donc, on a besoin, et les classes de neige peuvent aussi jouer ce rôle-là, quelque part, en tout cas en termes de périodicité, peuvent venir dans des moments où il y a une sous-activité dans les stations. Ça permet, du coup, d'avoir des tarifs plus bas
d'avoir des conditions peut-être plus agréables aussi de la pratique et surtout d'accueillir ces enfants aujourd'hui qui seront demain les clients. C'est absolument important d'avoir une politique qui ne modifie pas, ou en tout cas qui vienne un peu contrarier cette tendance assez forte quand même à une clientèle étrangère. 36% aujourd'hui, c'est pas le fait qu'ils soient étrangers, c'est pas ça le sujet, hein, évidemment. C'est le fait que du coup, il n'y a plus d'élasticité prix, si vous voulez. Vous montez les forfaits, il y a plus de monde, vous l'avez démontré. Ça pose quand même un petit problème, non? Ça veut dire qu'il y a le risque quand même, s'il n'y a pas les dispositifs correcteurs, notamment pour les enfants, s'il n'y a pas de dispositif, on va avoir une montagne qui, sociologiquement, va avoir en fait une fréquentation très différente d'il y a 20 ans ou 30 ans. Voilà. Allez, ouais. Bonjour, Alexandre Molin, je suis le président de Domaine Skiable de France. Et vous me donnez l'occasion de corriger un défaut d'image qu'on a depuis longtemps, parce qu'on a l'image d'avoir une clientèle qui est riche. Ok, vous allez à Courchevel, vous allez à Valto, vous allez à Val d'Isère. Effectivement, c'est les Saint-Tropez de la montagne. Et je pense que c'est des spots qui sont dédiés à ça. Mais il y a quand même beaucoup de petites stations. Et la clientèle française de la montagne, hein, donc dans les 66%, 55% de nos clients ont un revenu du foyer inférieur à 3 000 € par mois. La population française, c'est 57% qui est dans cette tranche-là. Donc on s'approche, en fait, nos clients, c'est l'ensemble des Français. Mais comme ils se privent pour aller l'été au bord de la mer et faire peut-être un coup de jet ski ou d'activité, ben ils viennent à la montagne. Voilà. Donc il faut qu'on se dégage de cette image-là. Et par contre, pour les générations futures, on a longtemps tous œuvré pour trouver des solutions pour que les jeunes des territoires soient prioritaires dans l'apprentissage du ski. On avait beaucoup d'opérations qui ont été mises en place et dont beaucoup ont dû être arrêtés parce qu'on nous a rappelé justement qu'on était un service public industriel et commercial et qu'à ce titre-là, on ne pouvait pas faire de politique avantageuse pour les enfants du territoire ou pour les enfants du département afin de les accueillir et de leur permettre un accès à une activité qui fait rêver le monde entier et qui a quelques encablures de chez eux. Donc ça, voilà, on a d'un côté cette mauvaise image qui est fausse, parce que notre clientèle ressemble à la population française, c'est de toute catégorie socio-professionnelle, et aussi de l'autre côté, on est limité dans nos possibilités d'accompagner l'apprentissage du ski pour les enfants du territoire. Bonsoir. Je me posais une question, vous avez évoqué le rapport de la Cour des comptes, justement, de cette année, et qui évoquait justement l'enjeu de l'intercommunalité que vous avez abordé tout à l'heure. Mais je me posais plus précisément la question de ce que ce rapport-là avait changé ou allait changer éventuellement sur la gestion des domaines skiables, sur l'activité administrative ou sur les rapports politiques du territoire. Alors, le rapport des cours des comptes, ça a une utilité, je veux dire, au-delà du jour de sa publication et de l'article qu'on en trouve dans la presse. Par exemple, tous les ans, la préfecture, quand il y a le rapport, je parle pour la Savoie uniquement, bien sûr, mais on actualise notre stratégie de contrôle de légalité en fonction de ce qu'il y a aussi dans le rapport de la Chambre régionale des comptes. Et donc, les recommandations, les reproches, etc., qui sont tous qui sont, dès lors évidemment, c'est le cas, mais dès lors qu'ils sont raccrochables à des sujets de légalité, on adopte notre stratégie et on devient effectivement un peu plus pertinent chaque année, grâce aussi à ces rapports de la Chambre régionale des comptes. J'insiste pour... Vous savez que la Cour des comptes, d'une façon générale, et les Chambres régionales des comptes ensuite, ont connu une évolution il y a quelques années assez remarquable. Avant, c'était vraiment le juge des comptes, etc. Aujourd'hui, la Cour des comptes, à l'initiative de son premier président, a souhaité aussi investir davantage le domaine de l'évaluation des politiques publiques. Et on le voit, il y a un certain nombre de communes, par exemple, qui sont passées sous l'œil de la Chambre régionale des comptes. J'en prends une au hasard, Valseny, par exemple. Le rapport de la Chambre régionale des comptes sur Valseny est un modèle, je trouve, de réflexion, d'intelligence et derrière de pistes sans doute à suivre. C'est un cas parmi d'autres, mais celui-ci, c'est un des premiers sans doute à avoir réussi aussi bien cette synthèse de l'examen des comptes, de l'évaluation, mais aussi de la projection, étude Klimsno, quel engagement, à quel horizon. Donc voilà, c'est des choses, c'est un niveau de réflexion. Alors le problème, c'est que le rapport national, lui, il parlait de l'ensemble, évidemment, de la France. En Savoie, il a été mal perçu, puisque la situation savoyarde est quand même assez différente de celle de la moyenne de la France. En gros, les dernières stations de ski qui resteront en France, ce sera sans doute en Savoie. Donc, le nombre de stations, ça a été dit tout à l'heure, qui ouvrent plus de 120 jours, elles sont beaucoup plus importantes en Savoie que dans les autres départements, etc., etc. Donc,
Du côté savoyard, on a pris beaucoup, je trouve, ce rapport comme une vérité s'appliquant directement à la Savoie. C'est un peu plus... Alors, il y avait le petit geste politique de mauvaise humeur, bon, ça, on a compris. Mais voilà, c'est un peu... La Savoie a vraiment cette spécificité. D'abord, 50% de la richesse de la Savoie vient des activités hivernales au sens large, y compris le tissu d'activités économiques autour. Donc c'est déjà une spécificité. Et puis les montagnes, l'enneigement, le nombre de jours d'ouverture, c'est une deuxième spécificité, là expliquant l'autre. Voilà, donc ce rapport national était, je crois, a été un peu un choc quelque part. Il y a eu des réactions diverses et variées. Mais en même temps, quand on regarde examen commune par commune, lorsque c'est les communes stations de ski, beaucoup de choses vraiment très intéressantes. Et d'ailleurs, les maires des communes concernées, souvent, contestent pas l'intérêt de ce qui est écrit. Ils peuvent en contester la difficulté de tout prendre en compte, ça je le comprends tout à fait, mais pas l'intérêt de ce qui a été écrit. Merci. Alors bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Allez-y. Allez-y. Merci beaucoup pour cette conférence. J'avais une question sur est-ce que la Savoie a prévu des scénarios différents en fonction des... Enfin, on sait que le GIEC a prévu des scénarios sur plus 1 degré, plus 2 degrés, plus 3 degrés avant la fin du siècle. Est-ce que la Savoie a aussi fait des scénarios en fonction des scénarios du GIEC, sachant qu'une baisse de la température, enfin, sachant qu'une augmentation de la température et une baisse des jours de température froide, je vais y arriver, en hiver, c'est aussi une plus faible possibilité d'utiliser la neige de culture. Est-ce que du coup, vous avez pensé à une Savoie peut-être sans ski ou avec un nouveau modèle économique? Alors d'abord, on est, vous le savez évidemment, dans un pays de libre administration des collectivités locales. Alors nous, État, on peut éventuellement donner des pistes, mais la réalité de la vie, la réalité des choses, de la vie publique, en la matière, c'est une compétence collectivité locale. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de collectivités qui ne réfléchissent pas aujourd'hui, lorsqu'elles sont concernées, évidemment, à leur avenir. Parce que, évidemment, vous l'avez évoqué, le sujet de la ressource en eau, mais pas seulement, les sujets de l'évolution de la rentabilité, de la clientèle, elles ont toutes leurs préoccupations, on peut le dire quand même, hein, ces préoccupations de décarbonation. On voit de multiples initiatives. Est-ce que ces communes font des scénarios plus sévères que celui du GIEC? Elles ne sont pas communiquées à l'État, en tout cas, ces scénarios. Enfin, j'ai envie de dire quelque part, la situation actuelle est déjà assez préoccupante quelque part. Regardons comment on peut y faire face. Et puis, finalement, quand cette adaptation culturelle, j'ai envie de dire presque, sera faite, on pourra envisager ensuite des scénarios. Puis après, on verra bien. Peut-être que le scénario ne s'aggravera pas. On verra bien. Ça, bon, aujourd'hui, les prévisions sont évidemment pessimistes. Hein, ça va de soi. Mais une fois de plus, hein, on est dans un pays où globalement, on a su s'adapter à peu près à tout. Il n'y a pas de raison que cette fois-là, il en aille différemment. Donc, de nouvelles activités apparaîtront. Peut-être que demain aussi, avec le réchauffement climatique, on commence à le voir. Des gens viennent habiter en montagne un peu plus haut pour avoir moins chaud, etc. Peut-être que demain, les stations de ski seront des stations de vie. Il y a déjà toute une réflexion sur le sujet. Bref, tous ces éléments-là, aujourd'hui, sont un peu sur la table et sont réfléchis, pas forcément au niveau communal, mais souvent au niveau, par exemple, du pays, c'est-à-dire le regroupement de plusieurs communautés de communes. Quand on va regarder le réchauffement climatique, quand on va regarder le sujet des logements, quand on va regarder le sujet de la décarbonation des transports, voilà, tous ces sujets-là sont aujourd'hui réfléchis pas au niveau des communes, pas tant au niveau des communes, qu'à un niveau supracommunal. Avec l'étude ClimSnow. Et après, oui, comme disait Perrine, au-delà aussi de ça, il y a également des études qui prennent le nom de ClimSnow et qui permettent en fait d'établir plusieurs scénarios, c'est-à-dire 1, 2 ou 4 degrés en suivant les préconisations du GIEC. Et ClimSnow, ça a été développé notamment par Météo France et l'INRAE. Et l'idée, c'est sur un territoire donné, donc une commune support d'une station de ski, et notamment sur le domaine skiable, de prédire, suivant les scénarios climatiques, la qualité de l'enneigement, la durée d'enneigement et aussi la variation des hivers sans neige. Donc il existe des outils qui coûtent entre 30 et 40 000 euros. Et aujourd'hui, un grand nombre des stations de ski savoyardes l'ont déjà effectué.
Et une nouvelle version plus tardive intégrera également la ressource en eau, ainsi que la disponibilité de la ressource en eau. C'est-à-dire, est-ce qu'il sera possible dans 30 ans de produire de la neige de culture avec le scénario climatique qui est appliqué. Donc, quelque part, ça a un coût économique qui apparaît quand même mineur dans certaines stations, mais qui permet aussi de sécuriser et de caler la durée des amortissements des biens sur ces études ClimSnow, et par exemple aussi d'établir la durée des délégations de services publics pour être dans les clous lorsque la fin de la DSP arrivera, pour que quelque part ça cale avec le moment où il y aura une dégradation du domaine skiable. Bonsoir. Une petite question. Alors d'abord, j'avais une petite remarque. Tout à l'heure, on avait parlé d'artificialisation des sols et donc du moindre impact des activités liées au ski sur les terrains en montagne par rapport à d'autres activités dans d'autres types de communes. J'avais juste une petite remarque sur le fait qu'on confondait peut-être artificialisation et fragmentation. Il y a un point qui revient beaucoup quand on parle des milieux montagnards, notamment avec les accompagnateurs en moyenne montagne, c'est que quand on a une piste de ski qui traverse une forêt, une tranchée qu'on a creusée entre les arbres pour un télésiège, on a une artificialisation de une poignée de mètres carrés par rapport à beaucoup d'hectares, mais en fait on a modifié le milieu sur un plus large espace en fait. Et donc voilà, une petite remarque là-dessus. Et aussi plus largement, il y avait la question, ce soir on a parlé d'adaptation au changement climatique, mais peut-être justement moins de la biodiversité, aussi pas trop de justice climatique. Alors j'ai entendu la remarque du représentant des domaines skiables de France sur le fait qu'on a une clientèle qui est peut-être moins EP que ce que dirait le cliché. Je vais me permettre des réserves par rapport à cet avis. Et ce que je trouve bizarre, c'est que d'un côté, on a une diminution des journées skieurs autant en Suisse qu'en France, le dernier rapport de la Cour des comptes le dit, mais qu'à côté, on a une croissance des chiffres des stations de ski. La conclusion directe, c'est qu'on a une augmentation des dépenses par skieur qui vient. Et il y a un truc qui ressort, c'est qu'on a d'un côté des saisonniers qui sont de plus en plus réticents à venir travailler, parce qu'il y a des conditions de travail qui s'améliorent pas, avec des clients plus exigeants, avec des horaires de travail de plus en plus pénibles, et à côté de ça, des stations de ski qui, elles, ont l'air de bien se porter et de concentrer les investissements. Donc, il y a un peu un deux poids deux mesures entre le travail qui est proposé, les politiques d'accès à la montagne pour tous, au-delà des arbitrages économiques classiques. Et voilà, c'est un peu... ce soir, j'ai l'impression qu'en fait, la conférence, on est resté sur un prisme économique classique pour aborder ça, donc séparation des comptes publics et privés pour ne pas interférer dans la concurrence, sans se poser la question d'une prise de position politique que cachent souvent les mécanismes économiques classiques. Voilà tout. J'aimerais juste rebondir sur l'artificialisation, puis après je vous laisse la parole, mais sur l'artificialisation, les 2,3%, ça représente également l'emprise des domaines skiables, c'est-à-dire toute modification sur le domaine skiable, donc ça englobe bien cette artificialisation. C'est d'ailleurs un rapport de l'Assemblée nationale qui date de 2017, que vous pouvez consulter directement. Et ensuite, sur les autres questions, je vais laisser la nouvelle présidente de domaine skiable répondre. Merci effectivement Anne Marty. Donc je suis aujourd'hui présidente de la commission sociale formation de domaine skiable de France. Et on était aujourd'hui en négociation avec les syndicats de branche. C'est quelque chose qui est fondamental pour nous. Et je ne peux pas vous laisser dire qu'aujourd'hui on a des difficultés de recrutement parce que on est une branche où le dialogue social fonctionne vraiment très bien, où on a signé de nombreux accords depuis des années. Tant avec FO qu'avec la CGT, parce que notre intérêt, il est commun. Et je vous invite vraiment à prendre connaissance d'une enquête qu'on a fait auprès de nos salariés sur la saison qui s'est écoulée. Cette enquête, elle a été co-construite avec les syndicats salariés et Domaine Skiable de France. Donc c'est la CGT, FO et Domaine Skiable de France qui ont travaillé pour construire cette enquête. Et cette enquête, elle est extrêmement intéressante. 4000 salariés de la profession ont répondu sur 18 000. Donc je pense que vous êtes d'accord pour dire qu'elle est extrêmement représentative. Vraiment, elle était intéressante d'un point de vue sociétal également, puisque on voit que nos salariés sont à plus de 50% propriétaires de leur logement, 60% pour les permanents, mais plus de 50% pour les saisonniers. Donc aujourd'hui, moi, ce que je voudrais que vous entendiez, c'est que dans notre profession,
on est conscient que ce qui nous porte, c'est les collaborateurs qui nous font confiance et qui travaillent pour nous. Donc on est vraiment extrêmement attentif à un très bon climat social et à une valorisation correcte de nos collaborateurs. Donc voilà, je vous invite vraiment à prendre connaissance de cette enquête. Elle est maison, mais elle est extrêmement représentative. Elle a été exploitée par un professionnel et elle est vraiment à disposition. C'est pas un secret et vraiment pour nous c'est important de reconnaître nos salariés, ce qui fait qu'aujourd'hui dans les stations de ski n'ont pas de difficulté de recrutement de façon claire. Voilà, je tenais à vous le dire. Merci. Oui, je voudrais simplement dire, surtout ne vous laissez pas abuser. Ne croyez pas que c'est vertueux d'annuler un PLU ou d'annuler un SCOT. Et je vais vous donner un exemple factuel. Et je rebondis sur ce que disait Monsieur le Préfet. Le PLU de Valloires, nous avions demandé, et nous avions réussi, et inscrit pendant moi déjà 2 ans, que les maisons familiales n'aient pas de changement de destination. C'est-à-dire que les maisons qui reçoivent des enfants, des classes de neige, des classes vertes, ne puissent pas se transformer sous la coupe de promoteurs en appartements et être vendus à la découpe. Parce que moi, j'estime à Valloires, si vous voulez, que des résidences secondaires, j'en ai assez, il y en a assez. Mais par contre, il nous faut du lit qui accueille des enfants. Eh bien, le PLU de Valloires a été annulé il y a 1 mois et demi par le tribunal de Grenoble, sans avoir recours à ce qu'on appelle le sursis à statuer, si vous voulez. On aurait très bien pu nous dire, écoutez, votre PLU, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont pas bien, il faut rectifier. Non, on a tout balayé d'un coup d'un revers de manche. Et ça, c'est vraiment désagréable. Et puis, il y a quand même aussi une chose que je voudrais insister, si vous voulez, c'est que on peut chercher toutes les transitions qu'on veut. Nous, on n'arrivera jamais à changer. Tous les midis, toutes les attitudes, il faut qu'on mange. Moi, j'ai 1200 personnes, 1200 habitants qui sont à Valloires. Et s'il n'y a pas du tourisme, s'il n'y a pas quelque chose qui les fait vivre, vous comprenez bien que je n'ai pas envie qu'on soit transformé en réserve d'Indiens, qu'on joue à la coinche toute la journée, qu'on nous verse le RSA et qu'on s'épie. Bonsoir. On a beaucoup parlé des stations de ski d'un point de vue 100% rentable, sauf que c'est aussi des lieux de vie, des lieux d'habitat permanent pour, bon, on n'est pas beaucoup, mais ça existe quand même, des gens qui habitent à l'année et dont l'activité professionnelle dépend en grande partie des stations de ski, sauf qu'en dehors de l'activité économique, il y a aussi toutes les questions de la vie locale, parce que à l'avenir, bon, déjà la question de la neige qui est assez problématique. Il y a aussi la question du logement, la question d'accès aussi aux infrastructures pour les locaux, et aussi tout simplement le coût de la vie, puisque aujourd'hui, que ça soit pour des locaux ou pour encore des saisonniers, c'est extrêmement compliqué de se loger. D'avoir des locations permanentes à l'année, c'est extrêmement dur. Je pense que là, on peut parler pour la majorité des grandes stations de ski de Tarentaise. Et du coup, on discutait de l'avenir, de potentielles transitions, et surtout, ça a l'air d'être beaucoup des envies de rentabilité avant tout. Mais du coup, comment est-ce que vous envisagez les choses pour les gens qui habitent et qui ne peuvent plus se loger, ou alors qui ont des coûts de la vie extrêmement élevés du fait d'habiter en station? Il y a 2 façons de répondre, enfin il y a 2 types de réponses. D'abord, ce sujet qu'on appelle celui de l'attrition des logements permanents dans les stations touristiques existe évidemment à la montagne, il existe aussi au bord de la mer. C'est-à-dire que les prix ont tellement augmenté que les gens de la commune, leurs enfants, ne peuvent plus se loger tellement les prix ont augmenté. Bon, là, il y a eu, il y a quelques mois, un groupe de travail interministériel qui s'est réuni sur le sujet avec un rapport en conclusion. Ça s'est arrêté un soir de dissolution, mais il est évident que le sujet continuera à être traité. Il y a, vous pouvez le trouver, notamment vous pouvez regarder le dossier de presse de ce rapport, par exemple, sur Internet, lisez-le,
il y a quand même des solutions qui sont assez intéressantes. Après, l'autre sujet, je prends simplement l'exemple du conseil départemental de la Savoie, qui a créé récemment, avec les communautés d'agglomération du département, une foncière logement pour pouvoir répondre à ce besoin-là, à ce besoin pour les Savoyards originaires de Savoie de trouver des logements permanents, là où, dans certaines communes, vous avez des taux de résidence secondaire qui sont supérieurs à 60%, voire 70%. Et donc, vous savez très bien que quelque part, le taux de résidence secondaire vous donne presque immédiatement une idée du prix du foncier. Hein, puisque, en fait, c'est quand même les achats venant de l'extérieur qui font beaucoup monter le prix de l'immobilier, de tout l'immobilier, du coup, tout le monde est pris dans ce même mouvement. Et après, les personnes localement originaires ici n'arrivent plus à acheter. Et donc, le fait d'acheter, de faire une foncière de logement, ça permet de réserver, de faire des acquisitions foncières et de permettre des constructions ensuite, avec par exemple de l'accession sociale à la propriété ou d'autres modes, à le faire avec des prix qui sont réduits parce que ils sont supportés, ils sont diminués par la subvention publique. C'est bien ce qu'a fait le conseil départemental de la Savoie avec l'ensemble des comités d'agglomération. Cette intervention publique dans le domaine du foncier est une très bonne réponse aussi à la question du logement permanent dans les lieux, dans les zones touristiques. C'est la première chose. Il y a d'autres dispositions que j'évoquais, le dossier de presse. Vous verrez, il y a des choses qui sont plus juridiques et fiscales, mais qui aussi permettent sans doute d'apporter des éléments intéressants pour résoudre ce sujet qui est un vrai sujet, j'en conviens parfaitement. Oui, il y a l'heure qui a... Alors, j'ai vu plusieurs demandes de micro. Vous voyez l'heure aussi. Donc, à moins le quart, on va vraiment s'arrêter, même si on a dépassé les 1h30. Donc, vous vouliez réagir? Donc, brièvement, on peut peut-être prendre toutes les... Donc, il y avait des paroles là, et puis là-haut également. Donc, je vous laisse... Oui, bonjour. Je suis exploitant et je suis venu ici avec 5-6 collègues de la section Isère de DSF et on est dans des toutes petites stations, entre 1000 et 1300 mètres, donc on est très touché par l'évolution climatique. Ces 2 dernières saisons, on a été même, c'était catastrophique. Non, c'est pas 60 jours d'ouverture, c'est souvent une journée à moins de 10 journées. On est contraint au sein de DSP et tout ça qui sont assez léonines et contraignantes d'entretenir du matériel. Nous le faisons en fait pour la collectivité à travers des associations et c'est souvent des bénévoles et des habitants locaux qui apportent tout ça. Et je me tourne vers cette chère Perrine puisqu'on a tous les deux étudiants, adhérents au GUC, je l'ai même eu comme élève, à Champs-Rousse, et à l'époque, on allait skier, Perrine, tu t'en rappelles, pour 5 francs. 5 francs quand tu as pris le ski, que tu montais tes journées, et qu'on était quelques-uns encadrés, des bénévoles d'ailleurs, moniteurs. Et ceci, j'étais parmi les responsables du GUC. On était 12 000 quand j'ai arrêté mes fonctions de dirigeant. Et il n'y a plus que 3 000 adhérents, toutes sections confondues, pour pratiquer la montagne sous toutes ses formes. Donc l'aspect culturel qui a été posé me semble fondamental par les uns et les autres. Il faut s'investir, pédagogie de la montagne, du ski, des pratiques de neige sous toutes leurs formes. Mais en tout cas, je salue mon syndicat qui a prévu, dans de son prochain congrès, d'ouvrir une table ronde sur ce problème des petites stations. Nous avons, pour vous donner une idée, sur Saint-Hugues, Saint-Pierre, le Sapé et d'autres, des agriculteurs que nous avons intégrés, qui sont nos chefs d'exploitation, nos exploitants dans l'hiver, et que j'emploie même au niveau des collectivités pour leur lisser un emploi sur toute l'année et les laisser loger sur place. Notre transition, nous l'avons au forceps, je dois dire, déjà entamé. Mais le gros problème, c'est pouvoir apporter un service aux populations, donner à nos élèves des classes de neige et des classes locales la possibilité de pratiquer au moins une fois par semaine. Ce problème
existe en Savoie, en Haute-Savoie, mais il est très crucial. Plus on va vers le sud, l'Isère et la Drôme on a 50% de nos stations d'Isère qui sont dans ce cas-là, toutes petites et moyennes, elles souffrent énormément. Je remercie Alex Molin et toute l'équipe du syndicat de nous assister à travers, d'apporter leur solidarité chaque année à travers un dispositif Nivalliance. Déjà, les grandes stations apportent un financement pour aider un peu ces stations, mais il faudra aller au-delà, et bravo et merci messieurs de nous ouvrir une tribune au prochain congrès là-dessus. Mais c'est fondamental, il faut pas oublier, hein, ça représente la clientèle de demain. La clientèle de demain, c'est fondamental. Voilà. À titre d'illustration, je voulais aussi citer l'initiative formidable du col du Barriose, qui est en Isère, donc qui est gérée totalement par des bénévoles et avec le concours de certains fabricants. Hein. Je sais que Didier Bic, qui est là-haut, Casbreur, avait mis à disposition une dameuse, et gestion bénévole et à un tarif journalier de 8 €. Voilà. Ouais. Mais touché également par les problèmes de neige l'hiver dernier. Merci. Tout d'abord, je souhaitais vous remercier, et notamment Olan Boucheron, qui a fait un travail que j'ai trouvé assez complet au vu de tous les chiffres qu'il avait mentionnés. Je souhaitais revenir sur un des chiffres qui était sur la part des émissions qui étaient liées au transport. Est-ce que vous pensez qu'il peut être envisageable de diminuer cette part, qui était, je crois, de 57%, par exemple, sur la même lignée que les Jeux Olympiques de je ne sais plus quelle session, où il y avait des navettes qui avaient été mises en place, ou alors, par exemple, sur des infrastructures ou une amélioration d'une desserte des stations, ou même, par exemple, sur le déploiement de bornes électriques en montagne pour améliorer cette part d'émissions. Je vous remercie. Bah, si vous voulez, le gros de la décarbonation des transports, ça reste les voitures. Et le ski, c'est une activité qui est très concentrée sur des périodes très courtes. Donc, par exemple, du samedi au samedi, c'est-à-dire qu'on a énormément de monde sur les routes le samedi. Et donc, quelque part, l'offre de train qui est proposée par SNCF est certes convenable, mais représente à peu près 9% de la décarbonation, donc bien insuffisante au regard de la demande. Et l'autre possibilité en termes de décarbonation des transports, ce sont aussi les ascenseurs valléens, c'est-à-dire c'est-à-dire un appareil qui va relier une commune en bas, qui va ensuite monter directement dans un domaine skiable. Il y a par exemple le cas à Almont qui relie aux Annoisans. Et l'idée de ces ascenseurs valléens, c'est finalement d'éviter la surconcentration des voitures sur des périodes, souvent le samedi et le dimanche, et donc de privilégier la décarbonation des trajets courts, inférieurs à 10 km. Mais le gros du sujet reste bien évidemment la voiture et le sujet du train. Mais là encore, les investissements sont très très lourds à porter à la fois pour l'État et pour SNCF. Donc quelque part, il y a des pistes, mais c'est aussi très difficile financièrement de faire face à cela. Vous voyez bien que les ascenseurs valléens, c'est un sujet local. Mais quand les personnes viennent de Paris, si jamais ils arrivent sur un ascenseur valléen, ils ont déjà fait bien les kilomètres avant. Donc le sujet, évidemment, c'est le sujet du train. Il n'est pas échappé que compte tenu de la topographie, notamment en Savoie, on ne peut pas non plus avoir 4 lignes en parallèle. Donc le sujet premier pour l'instant, compte tenu des possibilités et des coûts d'ailleurs, c'est plutôt d'augmenter le cadencement que d'augmenter le nombre de voies. C'est le sujet des trains de nuit, par exemple. Mais on voit aussi, parce qu'il faut tout dire quand même, il y a eu une expérimentation très intéressante de lancer l'année dernière ou il y a 2 ans, où pour venir de Grande-Bretagne, on pouvait venir en train. Très belle expérimentation. Sauf que, comme c'est pas rentable, ça va s'arrêter. Enfin, ça risque de s'arrêter. C'est pas rentable, pourquoi? Parce que les trains sont pas pleins, parce que les stations se mettent pas d'accord pour travailler ensemble. Voilà, c'est ça le sujet. Donc, il y a des possibilités, mais elles sont pas toutes exploitées. Loin de là. Et je trouverais ça quand même très dommage qu'on arrête cette venue en train, donc décarbonée quand même, depuis la Grande-Bretagne, jusque dans les stations, qu'on l'arrête parce que dans les stations, ils sont pas capables de se débrouiller pour se coordonner. Donc ça, c'est quand même une problématique majeure. Parce qu'ensuite, au sein du département de la Savoie, par exemple, ou en bas des stations, oui, il y a des ascenseurs valléens, tout ça est très bien. Mais la décarbonation, quelque part, j'ai envie de dire, la carbonation, elle est faite bien avant d'arriver en Savoie, si je peux m'exprimer ainsi.
Et je ne vous parle pas des gens qui viennent en avion, évidemment. Et avion qui peut être suivi d'ailleurs d'un hélicoptère ensuite pour aller en station. Donc vous voyez que bon, il y a beaucoup à faire encore. Je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Ça sera peut-être le mot de la fin. Je vous remercie tous pour ce débat très riche. Et encore un grand merci à vous d'être venus. Et à Olan pour l'organisation. Merci.